Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les métiers du test. Peut-être que vous travaillez dans la tech, peut-être que vous pensez à vous reconvertir ou peut-être que vous êtes simplement intrigué par un métier qui est peu connu du grand public mais qui devient de plus en plus incontournable. Au sein de la tech même, on entend beaucoup de choses sur le métier d'analyste qualité. Mais quelle est la réalité de ce métier ? Les testeurs sont-ils les ennemis ou les alliés des développeurs ? Est-ce que c'est réellement un métier qui ne discrimine pas ? Combien ça gagne ? Quelles sont les possibilités d'évolution ? Dans Calisti, je tenterai de vulgariser toutes les questions liées au métier d'analyste qualité et tout ça avec des invités incroyables. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Romain, comment tu vas ? Salut, très bien, ravi d'être invité dans Calisti. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, je t'ai connu par le biais de ton podcast qui s'appelle Parlons Design. Tu y parles d'outils, de tendances et ce qui m'intéressait le plus, des méthodes pour apprendre aux personnes intéressées par ce sujet à être de meilleurs professionnels. Je me suis dit, c'est hyper intéressant pour quelqu'un qui parle de QA parce que on est en pleine expérience utilisateur. Donc, aujourd'hui, on va parler produit, on va parler design et forcément dans le cadre de tests logiciels. L'objectif étant que les personnes qui nous écoutent soient sensibilisées à ces problématiques et on essaiera de donner des petits tips ici et là. Donc, avant de commencer, on va d'abord on commence et on te présente en fait dans le détail. Donc, est-ce que tu peux me parler de ton parcours, ce qui t'a amené à t'intéresser au métier du design ? Ouais, complètement. J'ai eu un parcours au début un petit peu autodidacte, mais qui après a été complété par une formation en école. Ces sujets, à la base, j'y suis arrivé par le numérique exactement, où en fait vraiment jeune, fin de collège, j'ai fait un stage dans une agence web, où j'ai découvert un peu ce monde-là, de la création de sites web, d'applications, la mise en production, comment tu vérifies que tout est prêt avant de le déployer. Toutes ces choses-là, et c'est ça qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier et qui m'a donné envie de creuser plus. J'en ai profité, Internet, voilà, pour apprendre un petit peu le dev, et en apprenant un peu le dev, en créant mes premiers sites, j'ai découvert la discipline du design. Parce que forcément, les premiers sites que tu crées comme ça, ils sont ni beaux, ni pratiques à utiliser, enfin, rien ne va, quoi. Et donc c'est comme ça que je suis tombé sur le design. En me formant au design, ça m'a donné envie de lancer des projets, dont le podcast que tu as cité au début. Et ma première application perso qui a été aussi un gros terrain de jeu, à la fois en design, à la fois en développement, à la fois en QA, pour vérifier que ce que je vais livrer au client à chaque mise à jour est bien conforme et fonctionnel, etc. Et donc voilà, des premières petites expériences comme ça pour se former. Quand je suis sorti du lycée, j'ai rejoint Ethique, qui est une école très focus digital, avec un point de vue large sur ce domaine-là. C'est-à-dire on va faire bien sûr du design, mais aussi un peu de développement, un peu de gestion de projet, un peu de product management, tout ce qui va tourner finalement autour du cycle de vie d'un produit. Et voilà, pendant ces années d'école, là je suis en dernière année de master actuellement, j'ai continué tous ces projets à côté, et j'ai fait plusieurs expériences, certaines en agence design chez Meaningful, qui est une très chouette agence de design sur Paris, et plus récemment chez Lydia en tant que product designer, l'application mobile, qui m'ont permis d'expérimenter des domaines variés, des façons de travailler aussi différentes, et des domaines différents. Donc voilà un petit peu pour le débrief global. D'accord, ok, un peu touche à tout et en fait, t'as été passionné de produits, quoi. Ouais, complètement. À la base, je pense, c'est vraiment une passion de créer des choses et de le Ouais, partager avec des gens, qui s'est incarné sous plein de formes différentes. Mais là, concrètement, dans le métier, voilà, de product designer, c'est exactement identifier les besoins, tester, itérer sur plusieurs solutions et livrer ça le plus proprement aux utilisateurs finaux. Ouais. ok, d'accord, écoute, c'est très très clair. Euh, alors, on confond souvent, pour les modules, UX et UI, design. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux pour les gens qui ne connaissent pas? Ouais, complètement. C'est vrai que ça a été un grand débat pendant longtemps, et en plus aujourd'hui, c'est presque en train de se confondre sous le terme de Mm, product mm, mm. designer.
ce qu'on entend souvent par l'aspect UX, c'est ce qui veut dire donc User Experience, expérience utilisateur, c'est les principes de hiérarchie de l'information, de parcours utilisateur, comment en fait, par quelle étape il va devoir passer pour atteindre euh, un tel objectif. Et donc derrière ça, comment on va structurer les écrans, comment on va hiérarchiser les informations pour que ce soit lisible, accessible, compréhensible. C'est vraiment toute cette réflexion autour de quelle est la meilleure façon pour un utilisateur d'atteindre un but particulier. Là où l'aspect qu'on qualifie plus de UI, c'est User Interface, c'est vraiment l'aspect visuel, la représentation visuelle de cette finalité, des écrans qui vont composer ce flow-là, et qui ont donc, en fait, qui font, enfin moi j'aime bien dire que ça fait partie de l'UX finalement, parce que une interface très moche visuellement, finalement va dégrader la façon dans laquelle l'utilisateur va profiter et va utiliser l'expérience. Mais c'est Bien vrai sûr. que enfin, voilà, pour simplifier globalement ce qu'on dit, c'est UX et comment ça fonctionne, et UI à quoi ça ressemble. Et c'est aussi Ok. des termes voilà, dont la frontière a été très claire à un moment, qui s'est un petit peu rapproché quand on commençait à avoir à nouveau des designers UX, UI, et maintenant il y a cette nouvelle tendance depuis 2 ans de nommer plutôt product designer, où du coup il a plutôt en charge un point de vue UX, sans négliger totalement la UI, et également un petit point de vue plus stratégique, entre guillemets, sur mieux comprendre la vision produit pour accompagner ces décisions. Ok. Très bien. Donc en fait, en définitive, aujourd'hui, un UI designer peut totalement être UI designer et vice versa. Euh, bah, Non? Ah, alors ouais, c'est très compliqué, et j'ai du mal à avoir un avis tranché là-dessus, c'est-à-dire que ah, en fonction de la structuration des boîtes, ça va être extrêmement différent. ouais. Notamment dans des très grosses boîtes, on a souvent une séparation très forte entre les UX et les UI. Les UI vont vraiment faire du visuel, et les UX vont uniquement faire des wireframes, des flows utilisateurs, et ça va être très très Mhm. séparé. Par contre, dans un univers plus startup, là on va souvent avoir des profils un peu plus larges qui vont souvent faire les deux, et travailler les deux de pair. Donc c'est très contextuel en fonction des organisations internes des boîtes. Ok, d'accord. Toi, en tant que product, en tant que créatif, par quel process tu vas créer pour créer justement une interface utilisateur? Comment est-ce que tu vas te placer, à quoi tu vas réfléchir, comment tu vas être inspiré pour te dire, OK, derrière, je vais avoir un utilisateur final, il faut que j'arrive à ça. Comment est-ce que tu vas réfléchir? Ouais, bah, en tant que product designer, alors encore une fois, hein, le process s'ajuste tout le temps. Quand je fais sur des projets perso, sur mes propres applications, ou quand je travaillais en agence, ou quand je travaillais chez Lydia en tant que product designer, le processus va toujours s'adapter à l'environnement et aux besoins. Mais pour synthétiser ça, il y a souvent une première phase qui est vraiment une phase de découverte, d'analyse du besoin. Comprendre quelle est la problématique initiale, et pas juste dire on a ce besoin-là, on va faire un bouton pour faire telle action, mais bien se dire, ok, pourquoi on dit qu'on a ce besoin-là, qui en a besoin, qui en parle, qui va interagir avec cette fonctionnalité, et vraiment avoir une bonne base sur qui l'utilise, pourquoi ils en ont besoin, dans quel contexte ils en ont besoin. En gros, dégrossir tout le sujet et comprendre à quoi on répond. Derrière, il va y avoir une phase d'idéation sur, ok, pour répondre du coup à cette problématique qu'on a maintenant bien qualifiée, quelles sont nos possibilités, que ce soit en termes d'interface, en termes d'outils, en termes de façon de répondre à cette problématique-là. Et derrière, il va y avoir une phase plus de poser des solutions concrètes. Donc, choisir les meilleures hypothèses là-dessus, les prototyper vraiment en rentrant voilà, dans des outils de prototypage de design, leur donner vie. Et donc ça va nous donner une première base, et selon le contexte, soit on va pouvoir aller le faire tester avec des utilisateurs concrets, leur mettre le prototype entre les mains, voir comment ils réagissent. Enfin, voilà, on crée souvent des protocoles de test qui vont nous permettre de tester nos différentes hypothèses autour de ce qu'on a imaginé, et comme ça, Mhm. itérer sur ce design-là, le retravailler, le réajuster, le refaire tester, jusqu'à arriver à une version du prototype qui répond au mieux à l'attente par rapport au temps qu'on avait disponible, et pouvoir le livrer aux développeurs pour qu'ils donnent vraiment vie à cet outil. Donc, très grossièrement, c'est cadrer le problème, faire de l'idéation sur des solutions,
designer concrètement une solution, la tester, itérer autour de ça, et la livrer, entre guillemets, aux développeurs, même si on évite de séparer autant ces process et que les développeurs soient au courant de ce qui se passe, pas au dernier moment, on leur livre pas juste faites ça, mais on essaie de les inclure plus tôt, mais c'est une problématique plus générale. D'accord. Alors quand tu dis justement, tester ces idées, comment ça se passe? Parce que du coup, là, ta feature, elle est pas encore créée, vu que les développeurs vont arriver après. Donc comment Complètement. tu vas faire ça? Euh, alors, moi, la solution que j'aime le plus, c'est tout simplement aujourd'hui avec Figma notamment, mais même Adobe XD permet de le faire très bien, on peut créer des Mmh. prototypes plutôt réalistes, alors pas avec de la vraie data souvent, qui sont limités en termes de possibilités, mais où globalement tu peux cliquer à certains endroits et ça fait les actions désirées, ça passe d'un écran à l'autre, et du coup avoir une page qui fait illusion pour la plupart des gens, tant qu'ils ne vont pas partir trop loin. Donc, on crée ce premier prototype-là, que ce soit sur web ou sur mobile, et avec l'application notamment Figma Mirror, on peut directement poser son prototype sur le téléphone, et comme ça, on va aller le mettre dans la main des utilisateurs, en leur donnant notamment des missions, en leur disant, voici, on les introduit au produit, on leur présente on leur présente l'appareil de test dans leurs mains, on leur dit, essaye de faire telle action dans l'application. Et donc, on va observer comment, où il va, sur quoi il clique, sur quoi il regarde, à quoi il fait attention. On essaye, en général, enfin moi j'essaye souvent de leur demander de parler à haute voix de qu'est-ce qu'ils observent, de qu'est-ce qu'ils pensent, de qu'est-ce qu'ils font. On va surtout pas réagir. Et par ça, on va analyser le comportement des utilisateurs sur ces produits-là. Est-ce que finalement c'est logique pour eux? Est-ce qu'ils vont chercher un endroit auquel on n'aurait pas du tout pensé qu'ils allaient chercher? Est-ce que les informations sont claires pour eux? Etc. Voilà, ça, c'est un protocole de test parmi tant d'autres, mais c'est un que j'affectionne particulièrement parce que concrètement, même sans avoir eu à développer le produit, le prototype nous permet très largement de débunker les plus gros risques et de voir si Mmh. le concept global est cohérent en fait un peu, ou en tout cas guide bien l'utilisateur dans les différentes étapes. Mais on peut aussi faire avec des outils comme Maze par exemple du test à distance comme ça, très structuré où on va pouvoir envoyer ces tests-là et mesurer le temps que passent les personnes sur les différentes étapes, sur quoi ils ont cliqué, etc. à distance, faire du formulaire de test pour récupérer des avis sur ces prototypes, sur ces choses-là. Il y a plein de méthodes autour de ça. Mais globalement, Mmh. c'est donner un faux produit et tester X ou Y hypothèses autour de ça pour voir si ça marche ou non. D'accord, OK, très clair. Du coup, on va rester dans le test, vu que c'est un peu la thématique, de ce podcast. Donc on a l'assurance qualité classique. Donc on va chercher des bugs, on va les trouver, on va créer des tickets, sur Jira et puis les envoyer, aux devs. Et on a l'assurance qualité design ou le design QA. J'ai découvert ça très récemment. Je savais pas du tout que, les designers, en fait, pouvaient avoir, aussi cette, démarche de retrouver justement, les bugs dans, l'ensemble de leur processus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour qu'on alors tu l'as déjà plus ou moins expliqué en réalité dans la question, que je viens juste de te poser, mais, le design QA, qu'est-ce que c'est? Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, nous, en tant que QA, par exemple, pour être meilleur et obtenir une meilleure qualité, d'un produit fini? Ouais. Alors là-dessus, moi je différencierais vraiment deux étapes, hein. Il y a la partie dont on vient de parler, qui est vraiment la partie user testing, de on a pensé une solution, on va la tester avec des vrais utilisateurs pour itérer là-dessus. Et il y a la partie de QA au moment de la livraison. On va transmettre par exemple le prototype, les specs aux développeurs pour qu'ils puissent passer à la partie création du produit. Et une fois que cette feature sera prête en bêta avant release, souvent les designers vont passer aussi un coup pour réanalyser avec le développeur les différentes interactions, vérifier que c'est conforme, que le texte a bien été le bon, toutes ces choses-là, enfin tout ce qui va faire l'expérience, tout simplement pour vérifier que le end-off a été bon, parce qu'il y a plein de choses, notamment sur les interactions. C'est encore aujourd'hui pas toujours évident de communiquer au mieux avec les développeurs là-dessus, et donc souvent itérer en commun avec le développeur sur ces points-là, ça peut apporter une meilleure finesse dans toutes ces interactions. Et aussi tout simplement parce que forcément, hein, dans une phase de développement, il y a des petits détails qui vont se perdre, des petites choses sur lesquelles on a pu mal se comprendre. Donc cette phase-là de
QA design, pour moi, ce serait ça qu'on appelle QA design, vraiment la validation avant release. En tout cas, à Lydia, elle était hyper importante, dans le sens où, comme le QA est plutôt sur la qualité du code, la qualité technique, la qualité fonctionnelle, on va être un petit check, hein, tout à fait positif, hein, c'est pas du tout une barrière chiante pour les développeurs, c'est plutôt un collaborateur avec les développeurs pour s'assurer qu'on est en train de livrer la meilleure expérience et avoir notre point de vue côté utilisateur sur est-ce que ça répond au mieux à ces problématiques et est-ce qu'il va pas avoir des blocages liés à des spécificités de développement. Ça peut aussi venir toucher au sujet d'accessibilité, par exemple, au sujet, enfin, voilà, un petit peu à tout ce qui va impacter l'utilisateur et qui n'est pas directement technique. Ok. D'accord. Je ne savais pas si tu avais terminé ou pas, ou si je t'avais coupé. J'ai hésité à relancer, mais en fait, non, je pense que j'ai fait le tour, j'allais me répéter, donc... D'accord, ok. Alors, du coup, question suivante. On est toujours dans les tests. Donc, en test, on fait ce qu'on appelle des tests exploratoires. Je ne sais pas si tu es familier avec ça ou pas du tout. Je veux bien que tu me dises ce que tu entends par test exploratoire. Ok. En fait, normalement, tu as un plan de test que tu vas suivre et tu as déjà pas mal d'infos sur ce que tu vas tester. Logiquement. Après, ça dépend des entreprises, ça dépend. Bref. Un texte exploratoire, tu vas en fait découvrir, comme toi, et supposons que tu arrives sur un nouveau site, sur une nouvelle appli, tu vas la télécharger, tu vas te créer un compte, et puis tu vas découvrir au fur et à mesure. C'est vraiment comme son nom l'indique, tu fais un test exploratoire. Donc, quand on découvre une feature pour la première fois, on va prendre des notes, on va évaluer sa qualité, et puis on va voir si on a un attendu qui est logique. Dans ce cadre-là, quel conseil est-ce que tu donnerais à un testeur, qu'il soit débutant ou pas, pour pouvoir améliorer son niveau d'analyse du point de vue produit? Je pense qu'il y a un premier point, en tout cas côté expérience utilisateur, qui est hyper intéressant. Il y a plusieurs grilles d'heuristiques qui existent autour de ça. Celles de Bastien Escapin notamment, qui sont plutôt intéressants, j'espère que je ne me trompe pas dans leur nom. Alors, est-ce que tu peux donner, pour nous autres, la définition de grille heuristique? Tout simplement une grille de points d'attention à avoir qui qualifierait ce qui est censé être un bon design. Alors, c'est une définition très approximative, mais c'est tout simplement une dizaine de points est-ce que l'utilisateur a accès à de l'aide s'il a besoin? Est-ce que l'utilisateur est informé des erreurs lorsqu'il en produit? C'est juste voilà, une grille de bonnes pratiques, entre guillemets, que devrait respecter tout écran de design. Alors, ces grilles-là, elles sont très imparfaites, hein, et en fonction du contexte, pareil, certaines grilles d'heuristiques vont être plus adaptées que d'autres, mais en tout cas, c'est un très bon outil quand on commence à auditer, à explorer des parcours comme ça, pour faire attention aux détails qu'on peut très facilement oublier. Donc ça, c'est vraiment un des premiers conseils que je noterai. Le deuxième, c'est de se faire un très bon environnement de prise de notes. Pas hésiter à prendre 5-10 minutes pour se structurer un tableau, un FigJam, un Miro, je sais pas, l'outil qui vous convient le mieux, et un peu le calibrer avec, pour chaque étape, qu'est-ce que je vais vouloir noter? Est-ce que je prends une capture d'écran à chaque fois? Est-ce que je note les points positifs, les points négatifs, les points bloquants? Voilà. Se préparer en tout cas son petit nid de notes et faire gaffe que pour chaque étape, on remplisse bien tous ces critères et pas le regretter après. Et dernier conseil, le petit troisième là-dessus, pour ne pas le regretter après, c'est enregistrer l'écran sur lequel vous testez le parcours. Parce que c'est la pire chose quand on a fait tout un test, qu'on se rend compte qu'il y a une étape qu'on aimerait revoir ou pas, et vu que c'est un parcours d'inscription, un parcours compliqué à répliquer, on perd plein de temps pour réussir à le répliquer. Donc ça, c'est un conseil très basique, mais extrêmement utile. Ah, ouais, ça c'est clair que. Et puis ce qu'il y a de. Ça peut être hyper frustrant, tu vois. Si tu n'enregistres pas ton écran, tu as une anomalie quelconque qui arrive, tu veux reproduire, tu n'arrives pas à reproduire, tu sais qu'elle est là. Et t'es ultra frustré, et et quand tu démarres, avec l'expérience, tu le sais, mais quand tu démarres, si on ne te le dit pas, c'est vrai que mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ouais. Donc, vraiment le petit tips stupide, mais extrêmement utile.
Alors, est-ce que tu as noté, enfin, qu'est-ce que toi, tu as noté comme tendance ces dernières années? Donc, du coup, tu es en dernière année d'études. Disons que tu t'y intéresses de manière très, très, on va dire, assidue depuis 5 ans au moins. Qu'est-ce que tu as noté, toi, comme tendance en termes de design d'interface? Tu me laisses une petite minute pour réfléchir? Tu prends tout le temps que tu veux. Euh, ok, ouais, je pense que j'ai. Alors, en termes de design d'interface, c'est dur, il y a plein de points de vue sur lesquels on peut voir des tendances. Celle qui m'intéresse le plus, en tout cas, et que j'aimerais le plus partager, c'est le fait que Mhm. les designers produits sont de plus en plus drivés par de la data, et que ce soit de la data qualitative ou quantitative, et devient de plus en plus importante pour prendre des décisions, pour expliquer des décisions et pour valider des hypothèses euh, ces dernières années. C'est aussi permis par l'arrivée d'outils hyper accessibles. Moi, un outil que j'adore là-dessus, c'est Amplitude, qui permet de collecter de la data dans le produit, mais surtout d'y avoir un accès hyper simple, hyper agréable pour tous. Et vraiment, voilà, cette tendance pour moi est très claire de aujourd'hui, un bon designer doit avoir à minima une compréhension OK de la data, et plus elle sera poussée, plus il pourra faire du bon design, parce que c'est plus seulement aller faire des user interviews, c'est aussi prendre de la data plus globale à l'échelle du produit sur qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui fonctionne bien, où est-ce qu'il y a des bloqueurs et où est-ce que du coup on peut retravailler, et vraiment utiliser la data à la fois comme un déclencheur de on devrait creuser ce point-là, il y a peut-être un problème là, la data nous le dit, et à la fois Mhm. utiliser la data comme j'ai cette hypothèse-là, ou cette hypothèse-là pour répondre à telle problématique, bah tiens, on va les tester, on va les mesurer de manière très précise, et derrière, du coup, feedback loop, on va pouvoir choisir déjà l'hypothèse qui était la plus efficace, mais aussi s'en servir pour améliorer sa connaissance de designer sur qu'est-ce qui fonctionne pas, selon les contextes, et mesurer pas juste de manière instinctive, mais mesurer de manière concrète avec de vrais utilisateurs dans des vrais contextes. Donc cette tendance est assez forte et surtout hyper positive en fait pour tout le monde. Ça efface ce mythe du designer créatif qui sort un peu les trucs de son chapeau, et ça Ouais. replace le design comme un allié de l'évolution produit. Donc Mhm. je trouve ça excitant et très intéressant. Et tu penses que ça vient d'où cette tendance? Parce qu'on est vachement data oriented pour tout et de plus en plus, mais tu penses que ça vient d'où? Parce que tu vois, au premier abord, tu vas pas te dire, ah, je vais utiliser des données chiffrées pour pouvoir évaluer et améliorer mon design, tu vois. Tu penses pas comme ça de prime abord. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça c'est devenu aussi important? Mmh, il y a le contexte actuel qui doit forcément aider, là où sur les 10 dernières années, notamment, tu avais un écosystème très start-up, scale-up, même grand groupe de la tech, qui grandissait Mm, vite, c'était un peu la fête. Là, sur ces mm. dernières années, on se rend compte que ah ouais, la finalité, c'est que quand même, il faut devenir rentable, quoi. Il faut sécuriser l'entreprise. Faire Et de la levée donc, de fonds, c'est bien, mais bon. c'est ça. Et donc, bah, tout bêtement, tu te rends compte que ouais, tous les métiers dans ta boîte, bah, il faut qu'ils apportent de la valeur et qu'ils soient aussi Mm, conscients que, certes, tu es designer et tu dois défendre le point de vue de l'utilisateur, c'est une grosse part du job, mais tu dois aussi servir les intérêts de l'entreprise pour le bien de tout le monde finalement, parce que si demain l'utilisateur il a plus accès à ton produit, bah, il sera plus satisfait non plus. Donc, ce replacement déjà juste de l'écosystème des boîtes tech font que bah, les designers sont emmenés dans cette mouvance et sont en partie les premiers concernés, parce que ceux qui étaient le plus détachés jusqu'à maintenant des résultats concrets mm, mm, mm. financiers, on va dire. Il y a ça, et il y a aussi une maturité, je pense, des jobs de designer, là où ça a énormément évolué, même en termes de nom, hein, sur 10 ans, on est passé du web designer à l'UI designer séparé de l'UX designer, le UX UI qui fait tout, le product designer. Donc on Mm. voit que c'est aussi un métier qui s'est cherché, qui a beaucoup renouvelé, qui s'est beaucoup ajusté aux besoins au fur et à mesure, qui a été renommé aussi pour mieux correspondre à ce que l'entreprise attendait de ce job-là. Donc très contextuel et naturel aussi sur la maturité de ce métier, je pense. Tout simplement. C'est une tendance naturelle. Alors, Romain, est-ce que tu as des questions pour moi?
À propos de ce que je veux? Ce que tu veux. Eh bien, si c'est à propos de ce que je veux, j'aurais envie de te dire, dans l'environnement du QA, quels Mhm. sont les rôles qui contribuent le plus à ce suivi global de la qualité? C'est quoi les rôles qui sont le plus complémentaires au rôle de QA pour assurer de la bonne release, entre guillemets? Mm, Alors, là, dans le contexte où je suis, les PO, les solution leads et ouais, non, les PO, honnêtement, Parce qui que se c'est... battent. Vas-y, vas-y. Ouais, non, c'est pourquoi. Ma question suivante, c'était pourquoi. Voilà. Donc voilà, c'est la qualité, c'est par moments, on a l'impression que, je dirais pas que tout le monde s'en fout, mais c'est un peu ce sentiment que tu as, tu vois, parce que tu peux faire beaucoup de recommandations en disant voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a expérimenté, voilà où on en est et voilà l'impact que ça peut avoir sur tes clients finaux. Et tu as l'impression d'être écouté à moitié. Ouais. Ouais. Donc c'est un peu frustrant, un peu, mais les personnes proches, les parties prenantes avec lesquelles on travaille sont vachement impliquées et les PO particulièrement qui défendent, Oui, c'est ça, qui sont là pour c'est ça. eux qui sont la clé pour que ce soit appliqué Exactement. réellement, concrètement et que C'est ce ça. soit valorisé. Donc pour le coup, c'est très plaisant. Donc le conseil, c'est créer de très bonnes relations avec vos PO. Ouais. Avec vos PO, avec vos PM, avec vos devs, évidemment, si c'est Oui, possible, si vous avez un accès direct à eux. Puis voilà. merci. Bah, de rien. Eh bien, bah, je pense qu'on a terminé. T'as eu d'autres invités côté design pour l'instant Non, ou non, non, t'es le premier. Trop bien. T'as fait quoi là comme rôle ou comme pour Alors, l'instant? j'ai eu, du coup, mon premier invité, c'était le directeur d'un centre de formation euh, pour des personnes justement qui font du reskilling et qui se reconvertissent en QA. Ok. J'ai eu quelqu'un en cybersécurité. L'épisode devrait sortir dans 2 semaines. Ah ouais, giga J'ai, cool. En termes de ouais, QA, ça ouais. doit être solide. Bah, en fait, il est pen tester, tu vois. Donc, en fait, il fait alors, c'est pour le coup pas de la QA parce qu'il est dans la partie beaucoup plus technique, mais il fait des tests d'intrusion Ouais. chez des clients. Et enfin, trop drôle, quoi. Et, plein d'anecdotes, il me les a pas toutes racontées, mais le mec, il dit, mais en fait, les gens prêtent pas du tout attention. On arrive chez des clients, il y a des trucs, on a des données, mais ils s'en rendent pas compte, en fait. Donc, des grosses boîtes, généralement, ils vont avoir conscience de tout ça. Mhm. Mais enfin, les gens laissent traîner des trucs partout. Donc ouais, non, c'était cool, c'était assez intéressant, j'ai bien aimé discuter avec lui. Ah ouais, giga cool. Voilà, Ben, voilà. je vais écouter ça, les quelques-uns que tu as déjà sortis. Et puis, D'accord. je te ferai un petit message. Merci. Merci beaucoup, Romain, pour ton temps. Y a pas Et, de souci. et puis, bah, salut. Ouais, bah, Plaisir de discuter, c'est tout. c'était un plaisir et puis à très bientôt. Salut. Salut. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.